18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Manuel Bompard est notre invité. Bonsoir à vous, merci d'être là. Louis de Ragnel est aussi avec nous. Il y a un climat de violence dans cette fin de campagne des législatives, Manuel Bompard, des agressions de candidats, Prisca Thévenot, une candidate du Rassemblement national à La Rochette en Savoie. Est-ce que vous condamnez toutes ces violences et surtout, comment est-ce que vous expliquez ce climat d'exacerbation dans cette deuxième partie de la campagne? Votre première question, je réponds bien évidemment oui. Je crois qu'on est dans une campagne électorale, et dans une campagne électorale, c'est une confrontation des projets, des idées. Mais pas des personnes. Et ça doit rester dans le cadre démocratique. Et j'observe qu'effectivement, il y a eu des situations de violence. Je sais que des candidats de la France insoumise ou du Nouveau Front populaire en ont aussi été victimes. Et donc, je pense qu'il faut que cette campagne puisse se dérouler dans le calme jusqu'au bout. Après, oui... Quels que soient les candidats, que ce soit du Rassemblement national, de droite, de gauche. Évidemment, moi, vous le savez, je suis un opposant acharné au Rassemblement national. Je continuerai à l'être, mais je crois qu'il faut mener ce débat, bien évidemment, argument contre argument. Et comment je l'explique? C'est sûr qu'il y a une tension dans cette campagne depuis le début. Sans doute que les conditions d'organisation de la campagne aussi, avec cette dissolution, cette campagne extrêmement courte, produit un enjeu qui est un enjeu très important et peut malheureusement conduire à ce type de situation. Moi, je dis à tout le monde rester dans le cadre du débat démocratique. Je pense qu'on s'en grandira. Vous le dites à vos militants en particulier? À tout le monde, pas à mes militants en particulier, parce que je crois que mes militants... D'abord, ils ne m'appartiennent pas, mais en tout cas, les militants qui défendent les militants de la France insoumise, alors, les candidats du Nouveau Front populaire, je crois qu'aucun d'entre eux n'est impliqué dans ce type de violence. Oui, Ragnel. Manuel Bompard, depuis que Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un gouvernement de coalition allant des Républicains au Parti communiste, vous n'êtes pas l'offre ne vous est pas faite à la France insoumise. On voit que les trois partis de gauche, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, sont traversés par des divisions. Que faire? Est-ce qu'on soutient? On ne soutient pas? On y va? On n'y va pas? Ma question est simple, est-ce que le Nouveau Front populaire peut survivre au lendemain des élections législatives? Non, mais d'abord, la première chose que je veux vous dire, c'est qu'on est dans l'entre-deux tours de cette élection législative et que moi, personnellement, je mène campagne avec mes amis pour essayer de faire en sorte de remporter une majorité du Nouveau Front populaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon objectif, avec un gouvernement du Nouveau Front populaire pour appliquer le programme du Nouveau Front populaire et donc changer immédiatement la vie des gens. On reviendra sans doute sur les différentes propositions du programme. Mais vous pensez sincèrement que vous pouvez atteindre la majorité? Vous savez, on a gagné 32 sièges au premier tour. Et si on compte les circonscriptions de l'Hexagone, les Français de l'étranger et les Outre-mer, nous sommes qualifiés dans 320 ou 330. Manuel Bompard, du coup, raisonnons par l'absurde. Mathématiquement, c'est bien évidemment possible. Alors, si on raisonne par l'absurde. Mais pour ça nécessite qu'il y ait une mobilisation encore plus importante. Il y a un tiers des Français qui n'ont pas voté au premier tour des élections législatives, et je profite de ma présence ici sur ce plateau pour les inviter à se saisir de ce deuxième tour. Et du coup, si on raisonnait dans l'autre sens, une hypothèse que vous n'envisagez pas, mais imaginons que ce soit un autre parti qui ait la majorité absolue ou que personne n'ait la majorité absolue. Si je repose ma question, si Emmanuel Macron propose un gouvernement de coalition avec certains partis du Nouveau Front populaire, est-ce que le Nouveau Front populaire peut survivre? Franchement, vous faites un petit peu de la politique fiction là, donc c'est pour ça que je vous dis, moi je suis engagé dans cette campagne et je ne peux répondre que sur la position qui est celle de la France insoumise, que j'ai déjà exprimée cette semaine et qui est très claire, qui est que les Insoumis ne participeront à un gouvernement que pour appliquer le programme du Nouveau Front populaire, le programme sur lequel on s'est engagé dans cette campagne. Et j'ai ajouté, je le redis ici, rien que le programme, mais tout le programme. Avec des mesures très très claires, très précises sur le pouvoir d'achat. Bien sûr. Sur la sécurité aussi. Vous avez des mesures sur la sécurité? Mais bien évidemment. Sur le pouvoir d'achat, je pense, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, et les candidats du Nouveau Front populaire aussi, de dire que bien évidemment il faut une action notamment sur les prix le plus rapidement possible. On a connu ces dernières années une augmentation du pouvoir d'achat, une augmentation des prix, de l'inflation, une baisse du pouvoir d'achat extrêmement importante. Et je vois que le gouvernement ne fait rien. Donc une des premières mesures que nous mettrions en place, c'est d'utiliser un article du Code du commerce qui permet de bloquer les prix pour les ramener au prix auquel nous étions avant cette période inflationniste. Il faut une action sur les salaires. C'est l'augmentation du SMIC à 1 600 €. C'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça, c'est des mesures très concrètes en termes de pouvoir d'achat. Et j'observe que j'entends nos concurrents dans cette élection abandonner petit à petit, c'est le cas du Rassemblement national. Par exemple, oui.
l'ensemble des propositions. Qui a abandonné quelle proposition? Le Rassemblement national. Oui, laquelle des propositions? Par exemple, ils disent que sur la retraite, j'ai entendu pendant des années et des années le Rassemblement national dire on va revenir à la retraite à 60 ans. Et puis finalement, maintenant, on ne comprend plus trop ce qu'ils veulent dire. Je peux prendre cet exemple-là. Sur la question de la baisse de la TVA, qui est la proposition du Rassemblement national, ils excluent déjà un certain nombre de secteurs et ça ne concerne plus par exemple les prix sur l'alimentation, ça se concentre sur l'énergie. Or c'est une mesure qui a déjà été expérimentée en France, la baisse de la TVA, on l'avait fait notamment, vous savez, sur la restauration. Oui. Et ce qu'on avait observé, c'est que ça avait coûté très cher. Exactement, à l'État, ça avait assez peu d'impact sur les prix. Donc je pense que tout le monde doit comprendre que si votre priorité dans cette élection, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est certainement pas pour les députés du Rassemblement national qu'il faut voter, mais au contraire pour des députés du Nouveau Front populaire, parce que là on a des mesures précises, concrètes, qui elles vont changer votre vie immédiatement. Sur les sujets régaliens, Louis de Ragnel. Je voulais vous parler, je sais que c'est une question, vous avez déjà répondu plein de fois, mais je voulais quand même vous reposer cette question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français juifs qui sont blessés, peinés, et même maintenant très en colère lorsqu'ils voient des candidats à la France Insoumise. Ils se souviennent des propos de Madame Obono, ils se souviennent de propos de Madame Panot sur le rescapé à propos d'Elisabeth Borne. Non, franchement. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous comprenez que ça peut susciter des blessures, de la peine, et que ça puisse se transformer aussi parfois en violence intérieure? Alors, pour l'instant, c'est de la violence intérieure, mais est-ce que vous comprenez cette exaspération? La première chose que je veux vous dire, c'est que je comprends que des gens, au bout d'un moment, puissent croire aux mensonges qui sont proférés à l'égard de la France insoumise depuis maintenant des mois. Le Hamas, un parti de résistance, à longueur de journée, c'est antisémite. Je veux dire, vous pouvez ne pas être d'accord. Moi-même, je n'ai jamais utilisé cette expression. Mais vous avez été clair. Mais est-ce que c'est antisémite de dire ça? Donc, soyons un petit peu sérieux et un petit peu raisonnables. Je pense qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que la France insoumise et de manière plus générale, le Nouveau Front populaire est composé de militantes et de militants qui ont chevillé au corps, depuis le début de leur engagement politique, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et se faire calomnier, injurier, insulter comme on l'a été sur l'ensemble des plateaux de télévision depuis 6 mois. Mais c'est pas vrai, il y a aussi des propos qui ont été tenus, Manuel Bompard. Et tout simplement insupportable. Vous pensez être victime de ces attaques? D'une forme de calomnie qui est d'ailleurs... Qu'Emmanuel Macron lui-même vous a adressé, puisqu'il dit LFI, ce sont des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Mais c'est complètement faux. Et d'ailleurs, ce mensonge apparaît au grand jour dans ce deuxième tour. Parce que comment vous pouvez sinon justifier que Emmanuel Macron, après avoir fait toute sa campagne de premier tour, en dénigrant le Nouveau Front populaire, en faisant ses accusations honteuses d'antisémitisme, arrive au deuxième tour de l'élection et dit finalement... Sur l'antisémitisme, il y a un sujet à la France insoumise. Il y a un sujet. Il n'y a aucun sujet, monsieur. Il n'y a aucun sujet. Il n'y a aucun sujet. Mon engagement contre l'antisémitisme, contre le racisme, l'engagement vos propos sont jamais pointés du doigt. C'est le propos de Mathilde Panot, Madame Obono et bien d'autres. Aucun d'entre eux n'a eu quelque propos antisémite que ce soit. Aucun d'entre eux n'a jamais été... Je vous rappelle que l'antisémitisme est un délit en France, heureusement d'ailleurs, et c'est d'ailleurs la gauche qui a notamment condamné ou mis dans la loi... Il y a eu des convocations par la police quand même. Mais aucun d'entre eux n'a jamais été ni poursuivi pour antisémitisme, ni condamné pour antisémitisme. Donc ça veut dire que ça n'existe pas, si on n'est ni condamné ni poursuivi? Je veux vous dire que les attaques qui sont faites à l'égard de telle ou telle personne de la France insoumise sont tout simplement inacceptables, insupportables, infamantes et mensongères. Mais est-ce que vous êtes conscient que, en fait, s'il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas d'ambiguïté dans les propos qui ont été tenus par certains d'entre vous, pas vous, il n'y aurait pas de sujet. Mais il y a des partis pour lesquels on ne pose pas la question. Vous êtes le seul parti même dans lequel on pose des questions là-dessus. Et vous pensez que quand un candidat du Rassemblement national fait des blagues sur le gaz et les juifs, c'est bizarre que vous ne lui posiez pas la question? On lui pose la question, aucun problème. J'ai entendu un candidat du Rassemblement national en Alsace dire que la phrase de Jean-Marie Le Pen sur le détail de l'histoire, cette phrase complètement odieuse et inacceptable, n'était pas antisémite. Donc, je veux dire aux gens, ne vous trompez pas. On pose les questions de la même manière. Ce qui est le ressort de la question de l'antisémitisme, elle occupe le rejet de l'autre, la haine de l'étranger, elle occupe une place centrale dans le logiciel politique d'une formation politique en particulier. C'est certainement pas de la France insoumise, mais bien du Rassemblement national. Manuel Bompard, aujourd'hui, François Ruffin, qui fait partie, jusqu'à présent, de votre mouvement politique, a annoncé qu'il ne siégerait pas dans votre groupe s'il était réélu dimanche dans sa circonscription de la Somme. Et on va juste écouter les mots qu'il a employés et je vous fais réagir ensuite. On a vécu 3 semaines dures parce qu'on a un boulet.
Je veux dire, vous regardez, vous l'avez entendu, quoi. C'est Mélenchon, 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 comme obstacle au vote. J'ai des désaccords qui sont connus, qui sont importants, qui sont profonds avec Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y avait un divorce qui était en cours. Je souhaite que le divorce se passe à l'amiable et que ça ne se passe pas avec du bruit de vaisselle. D'accord ? Mais pour moi, il y a eu un choix d'abandonner les bourgs populaires, d'abandonner les campagnes populaires et de ne pas chercher à unir la France des bourgs et la France des tours. De ne pas chercher à rassembler la France, à la réunir, à rassembler la France du travail, mais au contraire, parfois davantage à la diviser. Et moi, je veux la rassembler. Voilà pour les propos de François Ruffin, Manuel Bompard. Le boulet Mélenchon, c'est un obstacle au vote. Que lui répondez-vous ? Bon, d'abord, moi, je veux vous dire, comme je l'ai dit en introduction de cette interview, que moi, je suis engagé dans la campagne avec l'objectif de faire en sorte qu'il y ait un maximum de députés du Nouveau Front Populaire qui soient élus dimanche. Et donc, je ne vois pas et je ne comprends pas l'intérêt et je regrette qu'on occupe en quelque sorte, en raison de ces déclarations, une partie de notre temps de parole à 3 jours du scrutin, à devoir répondre à telle ou telle attaque ou accusation. Je trouve ça vraiment très contre-productif. Néanmoins. Mais néanmoins, Jean-Luc Mélenchon est-il un obstacle au vote, comme le dit François Ruffin de vos rangs, monsieur Bompard? François Ruffin, vous savez. Non, je pose la question à vous. Attendez, vous êtes le coordinateur. Je vais vous dire quelque chose. François Ruffin, il y a 2 semaines, il distribuait un tract à Amiens dans lequel il s'affichait à côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc, manifestement, à ce moment-là, c'était pas un boulet pour lui. Donc, je dis attention parce que les responsables politiques qui Pourquoi il fait ça alors, François Ruffin ? Je vais y répondre, je pense, par cette phrase. Attention parce que les responsables politiques qui, au 2e tour, oublient tout ce qui s'est passé avant et essayent de donner un autre visage ou de donner l'impression que finalement on n'est plus tout à fait le même qu'au 1er tour, en espérant comme cela finalement arriver à remporter le 2e tour de l'élection législative. Je pense que c'est une erreur de faire ça, je ne suis pas d'accord avec. Et je regrette qu'il le fasse, contrairement à ce qu'il dit dans l'extrait, justement en cassant de la vaisselle, parce que s'il voulait pas casser de la vaisselle, le mieux c'était d'éviter d'ajouter à sa décision des propos aussi infamants à l'égard de Jean-Luc Mélenchon que ceux qu'il a tenus. Et qu'est-ce que ça dit ? C'est la guerre de succession qui est ouverte pour Jean-Luc Mélenchon ? Ben non. François Ruffin dit si j'entends ce qu'il dit, il dit que n'est plus membre de la France Insoumise. Donc oui, mais il y a sans doute l'idée derrière lui de rallier à lui d'autres parlementaires de la France Insoumise. C'est son droit d'essayer. Mais donc j'en déduis qu'il n'est pas candidat à être, au nom de la France Insoumise, candidat à quelque élection que ce soit. Donc Jean-Luc Mélenchon n'est pas un boulet pour vous ? Mais pas du tout. Écoutez, enfin franchement, Jean-Luc Mélenchon a fait 22% des voix à l'élection présidentielle il y a 2 ans. Dans de nombreuses zones de France, je pense que nos candidates et nos candidats se sont revendiqués de son soutien et ont eu raison de le faire. Après, on est dans une coalition. Moi, je veux mettre tout le monde à l'aise dans cette coalition. Il peut y avoir des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a aussi des gens comme moi qui sont plus ou moins à l'aise avec d'autres figures de cette coalition. Par exemple, si on s'est regroupés, je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous disant que le fait que François Hollande soit candidat du Nouveau Front Populaire, c'est pas spécialement ma tasse de thé. Mais néanmoins, on a considéré qu'à un moment, dans une période qui était une période particulièrement dangereuse, critique pour l'histoire de France, que tout le monde avait envie de tourner la page du macronisme, mais en même temps qu'il y avait le risque de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, il fallait être en capacité de se rassembler largement à partir du moment où on le faisait sur un programme clair. Ce programme clair, c'est celui du Nouveau Front Populaire. Et nous l'avons fait. Et cette coalition, je pense qu'elle a d'autant plus de force aussi qu'elle regroupe des figures qui ne sont pas d'accord sur tout. Voilà. Et je trouve ça tout à fait contre-productif, y compris pour le succès de notre coalition, de se livrer à ce type d'attaque les uns contre les autres. Vous avez vu que personnellement, ce n'est pas ce que j'ai fait et je n'ai pas l'intention de le faire. Manuel Bompard, il y a beaucoup de questions aussi à propos de votre programme sur la sécurité. Beaucoup de problèmes sur le fait que vous voulez désarmer une partie de la police municipale. Et clarifiez les choses avec nous, comme ça. Non, mais mais c'est bien que vous me posiez la question. Parce que je sais que le Rassemblement national, Monsieur Bardella. Qu'est-ce que vous proposez ? Ah non, mais d'abord, je veux dire quand même que ça serait bien. On parlait du climat de la campagne, qu'on fasse une campagne sur les propositions réelles des uns et des autres. Mais moi, ma proposition, elle est très claire.
Mes propositions, elles sont très claires. Elles sont dans le programme du nouveau Front Populaire. Si demain, il y a un gouvernement du nouveau Front Populaire qui dirige le pays, la première chose qui va être faite, c'est de redéployer des effectifs de police de proximité. Okay. C'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné. Ensuite, j'assume tout à fait de dire qu'en ce qui concerne la gestion du maintien de l'ordre, c'est-à-dire dans les manifestations, aujourd'hui, pour le maintien de l'ordre en France, on utilise des instruments, des armes, qui sont des armes qui sont dangereuses, qui ont conduit, par exemple, pendant la mobilisation des Gilets jaunes, à ce que des manifestants rentrent chez eux le soir avec un œil en moins ou avec une main en moins. Ils sont déjà plus utilisés en manifestation, mais vous voulez les interdire définitivement ? Il y a l'utilisation d'armes type LBD, par exemple. Et oui, j'assume de dire qu'on peut faire du maintien de l'ordre autrement. C'est ce que font d'ailleurs de nombreux pays en Europe. Ça se passe pas plus mal que ce qui se passe en France et ça évite de mettre en danger l'intégrité physique et la santé des manifestantes et des manifestants. Mais est-ce que ça irait au-delà le désarmement de la police ? Mais certainement pas. On parle précisément des manifestations. Ensuite, bien évidemment que personne... n'a l'intention, je sais pas, de désarmer la police antiterroriste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais là, on parle de la police du quotidien aussi. Mais moi, j'ai jamais dit ça. Quant aux polices municipales, c'est pas la loi qui décide de les armer ou pas, c'est les collectivités locales. Je veux pas rentrer dans un débat technique rapidement, sur le LBD, mais pour les lanceurs de balles de défense, si vous retirez ce qu'on appelle les armes de force intermédiaire aux policiers, ils n'auront pas d'autre alternative que soit se battre avec leurs mains, ou se défendre avec leurs mains, soit leur arme. Vous ne voulez pas rentrer dans un débat technique, mais c'est précisément ce que vous faites. Et j'ai envie de vous répondre. Pourquoi, par exemple, en Allemagne, dans lequel on n'utilise pas des armes de type LBD, pourquoi le maintien de l'ordre se déroule plutôt bien ? Il y a des scènes extrêmement violentes. Mais il y en a, bien évidemment. Mais on n'utilise pas ça. Donc il y a des pays... Ils tapent à la matraque. Est-ce que vous savez, par exemple, que la police britannique... Est-ce que vous savez ça ? Que la police britannique est la police la moins armée au monde. Oui, bien sûr. Et il n'y a que des effectifs particuliers qui sont armés. Et quand vous posez la question aux policiers britanniques, il y a des sondages qui ont été faits. Les policiers britanniques, ils ne souhaitent pas avoir plus d'armes. Ça dépend quelle police. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas être démagogique sur ce sujet. Donc oui, bien sûr qu'il faut garantir la sécurité des Françaises et des Français. Pour ça, il faut réinstaller des effectifs de police de proximité. Moi, je crois qu'il faut faire des investissements très importants dans le développement de la police judiciaire. Il faut revenir sur la réforme Darmanin qui a mis en danger la police judiciaire, parce que beaucoup de situations aujourd'hui, trafic de drogue, trafic d'armes, sont dues au fait qu'on favorise de la police de contact sur de la police d'enquête. Moi, je pense qu'il faut mettre plus de moyens dans la police d'enquête pour démanteler les réseaux, démanteler les mafias. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, de mon point de vue. Et ça nécessite de renforcer les effectifs de la police judiciaire. Voilà, pour vous donner 2 solutions très concrètes en matière de sécurité. Manuel Bompard, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline, CNews et Europe 1. Dans un instant, Pierre Devilleneux sur Europe 1.